Bien, on va commencer. Donc, on est là pour la soutenance de l'habilitation à diriger les recherches de Damien Vivet, qui est ingénieur-chercheur à l'ISAE Super-Héros. Donc, on s'est réunis, le jury s'est réuni, et donc mes collègues m'ont demandé d'être président de ce jury. Donc, moi, je me présente, je suis Michel Deville, je suis directeur de recherche émérite au LAS CNRS, donc à côté, juste à côté. J'étais le correspondant de cet HDR auprès de l'INEP. Donc, je vais rapidement présenter les membres du jury. Donc, j'espère que les deux membres qui sont à l'extérieur nous entendent. Oui, ils nous entendent, Génie et... Oui, merci beaucoup. Oui, d'accord. Donc, les trois rapporteurs sont Philippe Bonifay, qui est professeur des universités à l'UTC de Compiègne, Fawzi Nachachibi, qui est directeur de recherche à l'INRIA à Paris, et François Brémond, qui est directeur de recherche à l'INRIA également, mais à Sophia Antipolis, et qui est donc à distance. Les examinateurs sont Roland Chapuis, qui est professeur d'université à l'université Clermont-Auvergne, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon. Et Génie Benoît Pinault, qui est professeur d'université à Bordeaux. Voilà, et puis nous avons un local, qui est Éric Choumet, qui est avec nous, qui est la caution, comment tu appelles ça, la caution morale de l'ISAE Super-Héros. Voilà, donc je vais laisser la parole à Damien pour 45 minutes, 50 minutes. Ouais, je t'en prie. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Donc, merci d'être venu pour ma présentation d'HDR, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je vois qu'il y a un petit peu de monde aussi sur Zoom. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mes travaux de recherche que j'ai menés pendant les 10 dernières années finalement, et qui s'articulent autour de la thématique de la contribution à la perception multimodale sémantique et différentes applications. Donc j'ai souhaité faire une présentation qui est plutôt systémique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le détail des travaux, mais j'ai essayé de voir un petit peu, de montrer la cohérence des différents travaux que j'ai menés et que j'ai encadrés sur les 10 dernières années. Donc la présentation va se dérouler très classiquement. Je vais commencer par présenter mon parcours académique. Suite à ça, je ferai un petit bilan d'activité, donc c'est surtout un petit bilan quantitatif pour expliquer un petit peu les différentes tâches que j'ai eu à mener. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le thème de la présentation, c'est-à-dire mathématiques de recherche et les perspectives de recherche que j'envisage. Donc pour commencer par le parcours, donc je suis issu d'une formation technique. Donc j'ai fait un IUT mesure physique à l'UT de Montpellier 2. Suite à cette IUT, j'ai continué en école d'ingénieur à Clermont-Ferrand en spécialité génie électrique avec spécialisation en système embarqué. Et j'ai suivi en parallèle de ma formation d'ingénieur un master de recherche en vision pour la robotique. À la suite de cette formation, j'ai été recruté en tant que doctorant au LASMEA, donc nouvellement Institut Pascal à Clermont-Ferrand, pour travailler sur une thèse sur de l'exploration d'environnements naturels à partir de radars hyperfréquences rotatifs. Suite à ma thèse, j'ai fait un post-doctorat éphémère à l'ISAE. Donc, je suis resté quelques mois ici pour travailler sur la navigation par vision de drones avec de la vision probabiliste. Suite à ce post-doc, j'ai été recruté en tant qu'ATER à l'INSA de Rouen, au laboratoire LITIS, où j'ai eu l'occasion de participer à l'encadrement de ma première thèse sur de l'analyse de comportement routier. Et en 2013, j'ai été recruté en tant que maître de conférence à l'Université d'Orléans sur le site déporté de Châteauroux, donc en département GE2I, avant d'être détaché 2 ans plus tard à l'ISAE Super-Héros en tant qu'ingénieur-chercheur. Donc en ce qui concerne les activités que j'ai conduites pendant ces différentes affectations, au niveau de l'enseignement, j'ai principalement enseigné dans des thématiques du CNU 61, donc de thématiques telles que l'électricité, l'instrumentation programmable, tout ce qui est modulation, les mathématiques, algorithmie, traitement du signal. Et depuis que je suis à l'ISAE Super-Héros, j'enseigne plus particulièrement sur des thématiques qui sont vraiment en lien avec mon domaine de recherche, donc typiquement tout ce qui est système de capture d'image, tout ce qui est système de navigation et de perception, pour les systèmes autonomes ou pour les drones.
Donc, si on regarde un petit peu le découpage de ces activités-là, j'ai enseigné plus ou moins de façon équivalente à différents niveaux, Bac plus 1 à Bac plus 5, avec des enseignements qui sont également répartis de façon un petit peu à peu près équivalente entre les cours magistraux, les TP, les TD, et aujourd'hui une grande part de projets. Alors, les projets à l'ISAE Super-Héros, c'est quelque chose qui est assez particulier. Donc, à l'ISAE Super-Héros, il y a deux statuts. Il y a enseignant-chercheur et ingénieur-chercheur. La grande différence, c'est que l'enseignant-chercheur a des responsabilités de module d'enseignement et l'ingénieur-chercheur va avoir des responsabilités de proposition de projets de recherche ou de projets d'enseignement à partir du matériel, on va dire, disponible. Et donc, c'est pour ça que j'ai une forte implication dans ces projets-là. Donc, les différents projets qui existent, sur lesquels je suis fortement impliqué, donc il y a ce qu'on appelle les PREX, c'est une pratique expérimentale en première année. Donc, on va permettre aux étudiants de manipuler nos systèmes robotiques, typiquement, et leur faire des expérimentations avec. Ensuite, on a des projets d'initiation à la recherche qui sont devenus aujourd'hui des stages de recherche dans lesquels on va pouvoir proposer des petits sujets de recherche sur 2-3 mois pour pouvoir faire toucher un petit peu du doigt le domaine de la recherche aux étudiants. Des projets plus applicatifs, donc pour les filières apprentissage. Donc jusqu'à présent, c'était le projet CNAM. Aujourd'hui, ça devient les projets FISA, donc c'est ingénieur par apprentissage. Et enfin, des projets master qui sont beaucoup plus conséquents, qui s'étalent sur 2 ans et qui font à peu près 400 heures par étudiant, donc 400 heures de travail pour chaque étudiant. Donc j'ai proposé depuis que je suis ici, une trentaine de projets, donc ce qui fait à peu près 5 par an. Et les différents projets portent sur des thématiques assez variées, comme la reconstruction 3D d'environnement, des différentes modalités de reconstruction, de représentation de cartes, des navigations basées vision, donc typiquement ici des approches ou des navigations de type rendez-vous autour d'objets spatiaux, des projets sur la détection sémantique d'objets ou des projets sur l'analyse de scène, l'analyse sémantique de scène. Alors en ce qui concerne les... On voit rien de ce qu'il y a en haut par contre. On peut cacher ça? C'est dommage, on ne voit pas les titres. En ce qui concerne les activités, on va dire, administratives, donc j'ai été, lorsque j'étais sur le site de Châteauroux, directeur des études des départements GE2I, licence ProSAR et Polytech IBAT en apprentissage. Et j'ai été également responsable sur les 2 années des journées portes ouvertes et des journées portes de la science, fêtes de la science. Donc organiser toutes ces activités-là sur le site de Châteauroux. Depuis 2017, même si je suis ingénieur-chercheur, j'ai souhaité prendre la responsabilité du module tronc commun perception et navigation du parcours de 3e année. Donc c'est un enseignement qui comporte une quarantaine d'heures avec une dizaine d'intervenants extérieurs. Et en tant que d'ingénieur-chercheur, j'ai la responsabilité aussi des plateformes de perception sur nos rovers, donc les 3 petits robots ici. Donc je suis responsable de tout ce qui est matériel, lidar, caméra et leur intégration sur ces plateformes-là. En ce qui concerne les montages de projets, tout ce qui est lié finalement à comment gérer un petit peu la recherche. Donc ma première participation à un projet, ça a été pendant mon post-dater, où j'ai eu l'opportunité d'encadrer M. Yadou Prabhakar, donc le premier doctorant que j'ai encadré, sur l'analyse sémantique de flots routiers. Ensuite, quand je suis arrivé à l'IUT de Châteauroux, à l'Université d'Orléans, j'ai été impliqué sur 2 projets, un FUI et un projet région, qui consistait à de l'analyse d'humain, donc analyser le comportement humain au travers de la thèse de Sonia Garsali, qui se concentrait sur les émotions, et du postdoc, la fin de la thèse et du postdoc d'Ahmed Derbel sur la détection de démarches et la reconnaissance des personnes par la démarche. J'ai proposé de monter un projet lorsque j'étais maître de conférence à Châteauroux, donc un projet lumineux sur la détection des événements rares dans un flot vidéo. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu encadrer officiellement mon premier doctorant, donc Fabrice Atrevi, sur cette thématique. Donc pendant ce projet, j'ai été détaché à l'ISAE Super-Héros, où j'ai été impliqué sur des projets DGA, où j'ai participé au montage de projets DGA sur la navigation robuste de drones multicapteurs. Donc sur ce projet-là, j'ai eu l'occasion d'encadrer un ingénieur assistant de recherche pour le développement des approches de navigation basée vision. Suite à ce projet, on a continué sur un autre projet DGA dans lequel on s'est intéressé à la fusion avec d'autres systèmes, des systèmes de type ultra large bande, avec un postdoctorant qui est Ourtan et un autre postdoctorant, Sami Lapsia, qui travaillé aussi sur des modalités de représentation d'environnement différentes, typiquement sur groupe de Lie. J'ai également monté et j'ai été porteur sur cette période-là de 2 projets, donc un ANR avisé, ANR jeune chercheur, donc qui consistait à faire de l'analyse visuelle d'environnement routier pour détecter des objets sémantiques, donc typiquement des panneaux.
et un projet STAR, projet FUI STAR, donc, qui était en collaboration avec Michelin, Easy Miles et Lifestar, sur la navigation autonome d'un bus routier. Et donc, sur ces deux projets-là, j'ai eu l'occasion d'encadrer la thèse d'Emir Rustic et de Shenzhen Shu. Également, un ingénieur de recherche sur le projet STAR pour faire l'implémentation des développements qu'on avait proposés. J'ai également participé au montage du projet Concorde, donc un projet fédération ONERA, ISAE et NAC, financé par la DG et la DGAC, sur laquelle j'encadre un autre doctorant, Florent Ferriol, qui s'intéresse, lui, à la détection de contexte par analyse des signaux GNSS, donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et enfin, j'ai proposé l'année dernière une thèse CNES sur l'exploration des tubes de lave lunaire par robot autonome, dans laquelle j'encadre César Deben, qui lui finira en 2024. Donc si on regarde un petit peu, on va dire que fin de cette année-là, j'ai plus que César, donc on a anticipé un petit peu. Donc j'ai proposé deux sujets, un sujet AID sur de la navigation multi-robot, donc qui est en cours de préparation. On a proposé une thèse DGA sur l'analyse et de la navigation par radar cohérent. Et j'ai été sollicité pour participer au montage de deux projets. Un projet ITT-ESA, donc c'est un appel sur des thématiques nécessaires pour la navigation spatiale. Donc ici, c'est la navigation maritime, étrangement. Mais donc, c'est comment améliorer le positionnement des navires en arrivée dans les ports. Et un projet Horizon Europe sur la ville connectée. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, pour résumer cette partie-là, donc l'implication sur les projets recherche, donc je participe à peu près à 9 projets qui sont représentatifs. J'ai encadré officiellement 5 doctorants, chacun à 50%. Et tous ces travaux ont mené à des communications qui sont pour la grande majorité co-signées soit avec des doctorants, soit avec des post-doctorants, sur une totalité de 32 communications sur cette période. Donc la somme ne fait pas la valeur de communication parce qu'il y en a qui sont co-signés avec à la fois un doctorant et post-doctorant. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, après cette petite présentation numéraire. Donc ma thématique de recherche, globalement, elle gravite toujours autour de quelque chose qu'on appelle le SLAM, donc c'est la localisation et la cartographie simultanée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'objectif, c'est d'estimer à la fois la position de notre petit robot qui va se promener à l'intérieur d'un environnement et la position des objets de l'environnement. On va faire ça de façon itérative. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc on a un petit véhicule qui va détecter des objets de son environnement avec un capteur. Donc la perception va se faire de façon incertaine du fait de l'incertitude ou de l'imprécision des différents équipements. Notre robot va se déplacer avec également une certaine incertitude du fait soit des erreurs de modèle, soit tout simplement de la qualité des capteurs qui nous permettent d'estimer ce déplacement. Le véhicule va à nouveau détecter des objets. Si on détecte des objets qu'on connaît déjà, on va pouvoir procéder à ce qu'on appelle une fusion d'informations. Donc, on va faire la fusion de données. Cette fusion de données va permettre de corriger par corrélation finalement tous les autres états qui y sont reliés. Et notre robot va itérer comme ça, petit à petit, et va se déplacer. À un moment donné, notre robot potentiellement ne va pas assez détecter suffisamment d'objets qu'il connaît ou ne va pas en détecter du tout, et donc on va faire ce qu'on appelle la navigation à l'estime. Donc petit à petit, notre robot va se perdre. La seule façon pour éviter que le robot se perde, c'est soit de revenir à un endroit qu'on connaît déjà, donc c'est ce qu'on appelle la fermeture de boucle. Si on fait ça, on va pouvoir corriger l'intégralité de notre trajectoire. Soit la deuxième solution, c'est d'utiliser des signaux d'opportunité de type GNSS, 4G, 5G, Wi-Fi, ultra large bande, etc. ou la détection de la mer sémantique géolocalisée. Par exemple, vous baladez à Paris, d'un coup vous voyez la tour Eiffel, vous savez où vous êtes. Jusqu'à ce que, alors qu'avant, si vous n'aviez pas vu de repère, vous étiez plus ou moins perdu. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur ce type de... Ah. Est-ce que Jenny est revenue? Jenny, c'est bon? Je suis là, oui, oui. Vous m'entendez? Okay. Oui, c'est bon. Je n'avais pas vu le message. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur ce type d'application. Déjà, c'est quel type de capteur est-ce qu'on doit utiliser? Est-ce qu'on utilise des caméras? Est-ce que c'est des caméras visibles, infrarouges, événementielles, fisheye? Est-ce qu'on change d'optique, etc. Est-ce qu'on utilise des capteurs LiDAR, des radars? Quel est le nombre de caméras ou le nombre de capteurs même à utiliser? Est-ce qu'on peut faire de la fusion multicapteur? Est-ce que si on prend plusieurs modalités, ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut les intégrer de façon intelligente? Ensuite, une grosse question qui se pose, c'est quelle carte on utilise? Parce qu'ici, les petits points verts, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des objets sémantiques, donc des panneaux, des arbres, d'autres types d'objets, du mobilier urbain.
des marquages au sol, pourquoi pas. Ça peut être des amers géométriques, donc classiquement ce qui se faisait jusqu'à présent, des points, des droites, des lignes, des segments, etc. Comment est-ce qu'on va représenter sous ces amers? Qu'est-ce qu'on fait des objets dynamiques? Si on a des objets qui bougent dans l'environnement, comment est-ce qu'on doit pouvoir les gérer? D'autres questions peuvent se poser aussi sur le modèle de prédiction du véhicule. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour... Comment est-ce qu'on va faire pour définir son déplacement? Est-ce qu'on utilise la géométrie pupulaire ou des méthodes de vision? Est-ce qu'on utilise d'autres capteurs, la mécanisation inertielle? Est-ce qu'on utilise des fusions multicapteurs, des réseaux neuronaux, etc. Et enfin, une autre question aussi, c'est que quand on a des différentes observations d'un même élément, il va falloir faire de la fusion de données. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, du filtrage, la minimisation, des graphes de pose, du réseau neuronal, ou intégrer des méthodes de robustification également dans ces processus-là. Donc, toutes mes recherches ont gravité plus ou moins autour de ces différentes questions. Et donc, on va essayer de faire aujourd'hui un petit tour sur les différents travaux pour voir un petit peu comment ils se relient dans cette thématique. Donc, on va partir sur le principe d'un petit robot qui doit se promener dans un environnement qui est inconnu. Première chose à faire, c'est quand même de maîtriser le robot, savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc pour moi, la première chose à faire avant de commencer à faire des choses compliquées, c'est d'avoir une maîtrise de ce qu'on appelle le système d'acquisition. Donc du fait de mes responsabilités d'ingénieur-chercheur, je suis aujourd'hui responsable en partie des systèmes robotiques de l'équipe. Donc on a à l'ISAE différents types de robots. Donc on a un petit robot ici télécommandé qui peut être instrumenté de différents capteurs, 2 robots qui peuvent être autonomes, et on a une voiture qui peut être instrumentée du même plateau en fait, que notre robot. Donc on va déporter notre système d'acquisition. Donc on a différents types de capteurs, des capteurs visuels LIDAR, des capteurs GPS, GNSS, et centrale inertielle et des systèmes de référence. Donc en tant qu'ingénieur-chercheur, moi j'ai plutôt la responsabilité des plateformes d'observation et de ces 2 plateformes-là. Donc on a développé un système d'acquisition multicapteur embarqué sur ces différentes plateformes, qui est basé sur le middleware ROS, qui permet de faire l'enregistrement de l'intégralité de notre capteur et la génération de bases de données. On a à côté de ça des systèmes de référence, alors systèmes propriétaires qui nous génèrent des bases de données aussi pour pouvoir valider les résultats de nos approches. Et on a également un système qui permet d'enregistrer les données brutes du GPS, c'est-à-dire avant le traitement des récepteurs commerciaux. Donc sur la base de ces 3 bases de données, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à présent, on fait du post-traitement de ces données, donc on fait l'enregistrement et du post-traitement, et on va faire de l'analyse de scène, du SLAM, des hybridations, de l'étude de performance des algorithmes, de l'estimation robuste. On va également faire de la conception d'architecture GNSS. Et aujourd'hui, je vise à prendre ces éléments d'analyse de scène, de SLAM et d'estimation robuste et de les embarquer sur nos plateformes autonomes. Donc, une fois qu'on maîtrise un petit peu le système, qu'on est capable de faire marcher un robot finalement, la première étape, ça a été de faire également ce qu'on appelle la navigation bas niveau. Donc, c'est tout ce qui est approche de SLAM géométrique et de l'hybridation multicapteur. Donc, pour que notre robot puisse naviguer dans un environnement quelconque, il doit être capable de faire ces tâches élémentaires. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui existent. Il y a beaucoup de méthodes de l'état de l'art qui permettent de faire ça. Donc, on connaît DSO, LSD SLAM, ORB SLAM, etc. Mais le gros problème de ces méthodes-là, pour moi en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à régler à chaque fois, pour chaque jeu de données, même pour chaque séquence d'un jeu de données. Le code est toujours très dépendant de la plateforme qu'on va utiliser. Donc, il va falloir toujours le modifier, l'adapter pour la plateforme donnée. Les codes sont souvent optimisés avec des astuces de programmation et donc très figés. Donc, ça veut dire qu'ils sont peu évolutifs et assez peu modulaires. Donc, à partir du moment où on veut ajouter une brique sémantique, par exemple, à l'intérieur de ORB SLAM, ça va devenir très compliqué. Donc, les besoins qu'on avait identifiés, c'était qu'on voulait un algorithme qui soit le moins dépendant possible des paramètres de réglage. Tout simplement pour voir quelle est l'influence de ce que l'on a développé en plus du modèle de base, plutôt que de voir quelle est la valeur du bouton qu'il faut mettre pour que ça marche bien. L'objectif, c'était également de pouvoir tester différents types d'algorithmes, que ce soit sur la détection, sur l'estimation ou sur la robustification des estimateurs. On voulait également pouvoir gérer différents types d'amers, que ce soit des amers géométriques, des amers sémantiques ou des représentations hybrides de l'environnement. Et enfin, on voulait pouvoir utiliser différents types de capteurs, que ce soit caméra, radar, LIDAR, GNSS, inertie, etc. Donc pour faire ça, on a proposé de développer notre propre SLAM modulaire et évolutif pour pouvoir ensuite bâtir par-dessus nos différentes briques de recherche. Et l'idée, c'était de réduire au maximum les paramètres à régler.
On voulait également que ce soit fonctionnel sur différentes plateformes et jeux de données sans tuning excessif, donc sans avoir à passer un temps fou à régler les paramètres, à optimiser les paramètres. Donc pour ça, on a proposé d'utiliser la parallaxe. Donc la parallaxe, c'est quoi? C'est tout simplement la différence d'angle de vue d'un même objet. Donc plus on va avoir une parallaxe grande, c'est-à-dire que plus on va être capable de trianguler l'objet, donc on va avoir une plus grande confiance dans l'objet. Si on a une faible parallaxe, c'est-à-dire qu'on l'a vu le point, mais il est potentiellement très loin. Donc s'il est très loin, il peut être très utile pour l'estimation d'orientation, d'attitude du robot. Si on a une forte parallaxe, au contraire, ça va être un point qui est proche, donc on va pouvoir avoir confiance pour faire de l'estimation de déplacement proprement parlé. Et on considère qu'une image ou une frame, c'est-à-dire un temps donné, l'acquisition qui va nous donner un grand apport de parallaxe, va être une frame importante. Donc ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la sélection de keyframes également. Donc on remplace finalement un certain nombre de seuils par un seuil unique qui serait porté sur la valeur de la parallaxe. Donc on a donc proposé un algorithme très classique dans sa forme, dans lequel on va avoir différentes étapes. Donc l'étape de capteur qui va pouvoir finalement être remplacée par différents types, si c'est du radar, de la caméra, du lidar, etc. Un module d'extraction de features, donc d'extraction d'éléments dans les données, qui peut être également paramétré. Donc si on veut des points orbes, par exemple, on a juste à modifier ces petits blocs. Si on veut des segments, on modifie ces blocs. Si on veut des panneaux, on modifie également ces blocs. Sur la base de ces détections, ensuite, on a besoin de quoi? D'une prédiction de déplacement de notre véhicule. Donc, on a fait en sorte de pouvoir prédire à partir de différents capteurs, dans cette zone rose, c'est finalement l'odométrie de proprioception, donc avec une hybridation de différents capteurs, GNSS, inertie, odométrie. Donc ça rentre là-dedans. Potentiellement une odométrie extéroceptive, c'est-à-dire comment détecter le déplacement du véhicule à partir de capteurs type caméra ou radar. Donc, on peut également rendre modulaire ces différents blocs. Et enfin, une étape de cartographie, si elle est nécessaire, si on veut faire du SLAM et non de l'odométrie, pour représenter l'environnement. Donc, on a proposé cette architecture-là qui est totalement modulaire. Donc, on peut, dans chaque brique grise, finalement, mettre l'algorithme qu'on veut pour tester les travaux qu'on est en train de faire. Donc, on a testé cette approche-là sur les jeux de données classiques. Donc ici, c'est des jeux de données Kitty, automobile. Donc, on a des résultats qui sont un tout petit peu moins bons que l'état de l'art, mais c'est des résultats qui sont assez intéressants quand même. On a des erreurs relatives en translation qui sont de l'ordre de 1 à 1,5%. Donc, c'est-à-dire que si on navigue sur 100 mètres, on a une erreur d'1 mètre en position. Et des erreurs relatives en rotation qui sont de 4,10-3 à 1,10-3 degrés par mètre. Donc, c'est quand même assez bon. Ici, vous avez les résultats de trajectographie pour ceux qui reconnaissent un peu les trajectoires. Donc, en magenta, c'est la vérité terrain et en bleu, c'est l'estimation donnée par notre algorithme, sachant qu'ici, on n'a pas de fermeture de boucle. Donc, on a pris exactement le même algorithme sans tuner les paramètres du tout. Donc, exactement le même code. On l'a fait tourner sur d'autres jeux de données. Donc, typiquement, ici, c'est Euroc, pardon, Euroc. Donc, c'est un drone équipé d'une caméra stéréo qui navigue en environnement industriel. Donc, on a des résultats qui sont assez bons. Et on s'est amusé à prendre notre système d'acquisition et à le monter sur un vélo. On a été faire le tour de l'université Paul Sabatier avec exactement également le même algorithme. Et on a même testé sur des jeux des vidéos d'exploration sous-marine pour voir un petit peu si on était capable de faire la reconstruction d'environnement. Donc, tous ces résultats-là sont obtenus en fait avec le même algorithme, les mêmes paramètres. Et dans le cas à gauche, ici on est en stéréo, non en bimonoculaire, pardon, ici on est en bimonoculaire plus GNSS, et ici on est en monoculaire. Donc une fois que notre robot il est capable de naviguer dans des environnements, on va dire quelconques, on a été un petit peu plus loin, on s'est demandé si notre robot il détecte des objets beaucoup plus structurés, beaucoup plus pertinents ou faciles à détecter, il va falloir arriver à les prendre en compte. Donc, typiquement ici un panneau. Donc l'idée, ça a été d'ajouter un niveau sur notre pyramide d'intelligence de navigation qui représenterait la sémantique des objets statiques. Donc pour faire ça, première chose qu'on s'est posé comme question, ça a été de dire, OK, on veut mettre des objets différents, mais comment est-ce qu'on va les représenter? Donc l'objectif, c'était d'intégrer différents types d'objets dans un SLAM, mais d'essayer de garder une représentation unique de ces objets, pour ne pas avoir une complexité algorithmique qui augmente énormément en fonction du nombre d'objets et du type d'objet qu'on va avoir. Donc, on a proposé une représentation unifiée des objets. On a proposé de représenter n'importe quel objet 3D, anamère, par sa pose 3D, c'est-à-dire sa position x, y, z et son orientation dans l'espace, un modèle 3D qui va définir sa forme générale, et une échelle qui va venir déformer cette forme générale.
Donc, par exemple, les modèles 3D de référence, ça peut être des bounding box, c'est-à-dire des boîtes englobantes dans l'espace 3D. Ça peut être des polygones pour les panneaux, donc typiquement un octogone ou un triangle. Ça peut être un segment, si on veut représenter des edgelets ou des segments, donc point de départ, point d'arrivée. Et pour les points de 3D, on a quand même gardé cette représentation-là, même si elle est un petit peu plus riche. Mais le modèle 3D sera représenté uniquement par un point. Tous ces modèles-là ont l'avantage de pouvoir être représentés par un vecteur de points 3D. C'est-à-dire que si on veut des objets beaucoup plus complexes, on va pouvoir enrichir le modèle 3D. Donc l'avantage de cette représentation, c'est qu'on est capable, au final, dans le processus LAM, de représenter l'état global du système sur groupe de Lie, sous cette forme-là, avec tout qui est finalement uniforme. C'est-à-dire qu'on va avoir ici la trajectoire du robot, donc n pose définie sur groupe de Lie, plus pour un objet I, un certain nombre d'objets qui va être représenté par sa pose sur le groupe de Lie, plus ici son échelle. Puisqu'on ne va pas venir optimiser le modèle, on va uniquement optimiser la variation de forme du modèle. Donc, une fois qu'on a décidé comment représenter ces objets, on s'est premièrement intéressé à comment les détecter et comment les intégrer dans notre processus. Donc, on s'est focalisé sur les panneaux dans le cadre de la thèse de Émir. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était premièrement de détecter les panneaux sur des flux vidéo et ensuite de les localiser dans l'espace 3D. Donc, pour la détection, on s'est inspiré des méthodes d'apprentissage profond et on est parti du constat que si on faisait la détection classique comme il existe beaucoup avec des boîtes englobantes sur les images 2D, quand on allait faire la triangulation de ces boîtes englobantes, on va avoir une imprécision assez importante sur la localisation 3D de l'objet. Donc, on s'est intéressé à voir comment faire la triangulation à partir d'images, plutôt de masques de l'objet. Donc, comment, à partir de l'objet segmenté dans l'image. Donc, pour faire ça, on a utilisé un processus très classique. Donc, on a fait de l'apprentissage profond avec un détecteur d'objets. Ce détecteur d'objets nous donne le bounding box. Mais à partir de ce bounding box-là, on va faire ce qu'on appelle la régression de polygones, donc pour les panneaux. Et cette méthode-là, on a été l'emprunter à la méthode d'estimation de pose humaine. Donc, on a été voir un petit peu comment on estimait la position du squelette d'un humain, et on l'a adapté pour pouvoir venir estimer les polygones ou les contours des panneaux. Donc, on a appliqué cette méthode-là, on l'a testé sur nos jeux de données au sein de l'ISAE, et donc on a trouvé des résultats qui étaient meilleurs que l'état de l'art, donc en tout cas le masque RCNN, donc qui permet de faire la segmentation des objets, avec surtout un temps d'exécution beaucoup plus rapide. Donc, nous, on visait plutôt un temps d'exécution temps réel. Donc ici, on peut traiter 14 images secondes contre 3 et quelques sur les méthodes classiques de masque. Donc, une fois qu'on a détecté nos objets, hop, la deuxième étape, c'était de les localiser dans l'espace. Donc, trouver quelle est la fonction d'observation qui permettait de relier la détection 2D à la détection 3D. Donc, on a fait ça assez classiquement. Première étape, ça a été d'initialiser par triangulation les panneaux. Donc, on va prendre chaque sommet du panneau détecté sur différentes images, on va faire une triangulation classique. Ou, pour le cas des panneaux circulaires, on a été s'intéresser à la théorie des quadriques, donc l'intersection des quadriques dans l'espace, pour pouvoir faire justement l'intersection de deux ellipses, donc de deux coniques dans l'espace 3D. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a fait cette optimisation-là, cette triangulation-là pour trouver une première estimation de position dans l'espace. Par contre, il y a potentiellement des erreurs de détection, etc. Donc, on a de l'imprécision sur les détections. Donc, l'idée, ça a été ensuite de faire une optimisation de cette première, de faire un raffinement finalement de cette première estimation sous forme d'optimisation de la reprojection des éléments en ajoutant une contrainte de forme. Donc, on sait que le panneau, il va respecter une forme donnée. Et bien, on va ajouter cette contrainte-là quand on va faire la minimisation de la reprojection dans l'image. De la même façon, dans les coniques, on va faire un processus équivalent. Donc, à partir du moment où on a la possibilité de détecter et on a la fonction d'observation donc qui permet d'avoir le passage 2D 3D ou 3D 2D du panneau dans l'image ou de l'image vers du monde 3D vers la détection ou de la détection vers le monde 3D, on a intégré ça très classiquement dans un fil de Kalman. Alors, notre robot, il est bien content maintenant, il s'est promené, il est capable de se localiser avec des amers bas niveau, il est capable de se localiser avec des amers haut niveau. Par contre, il va rencontrer maintenant des objets mobiles, donc typiquement des voitures. Alors, pour pouvoir faire fonctionner notre système, il va falloir ajouter un nouveau niveau d'intelligence sur notre architecture de navigation, qui va être la sémantique d'objets dynamiques.
Donc, la première étape, ça a été de voir un petit peu le pistage 2D des objets sémantiques. Donc, ça, on l'a fait à travers la thèse de Zhu Jingsu. L'objectif, c'était de détecter au mieux les objets sémantiques dans un flux vidéo, sachant qu'aujourd'hui, les plupart de détections se font image par image, et donc on a des pertes de détection du fait d'une mauvaise qualité d'image, de flou, etc. Donc l'objectif de cette méthode, ça a été de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait améliorer cette détection temporelle pour avoir le moins de pertes possible. Donc pour ça, on s'est intéressé à une approche neuronale qui utilise CenterNet. Donc CenterNet, c'est un détecteur d'objets finalement, qui va venir détecter le centre des objets sous forme de ce qu'on appelle une carte de chaleur. Donc ici, par exemple, sur cette image, on va avoir deux détections, la détection de la voiture ici, et la détection du camion ici. La méthodologie qu'on a souhaité intégrer dans ce type d'approche, c'est d'essayer de prédire où devrait être la détection à l'instant suivant, en fonction des connaissances qu'on a, soit sur la dynamique, soit sur l'estimation qu'on a eu des déplacements des véhicules, de façon à pouvoir régénérer une détection. Donc par exemple ici, j'ai détecté mes deux objets, et je vais prédire où devrait être chaque objet en utilisant soit une marche aléatoire, soit un modèle de prédiction. À partir du moment où on a prédit notre carte de chaleur, on va, à partir de l'image suivante, refaire une détection. Donc ici, on détecte bien la voiture, par exemple, mais par contre, on détecte très mal le camion. Si on fait la méthode de détection classique, cette détection va être sous le seuillage, sous la valeur de seuil, donc on va perdre cette détection-là. Donc ce qu'on a proposé, c'est de fusionner la prédiction avec notre détection courante pour pouvoir venir finalement booster la détection à l'instant T+1. Donc, si on regarde un petit peu des résultats sur un objet qu'on peut croiser très typiquement sur les routes françaises, un zèbre. Donc, à gauche, c'est la méthode de base. À droite, c'est la méthode avec notre propagation de carte de chaleur. Donc, quand on détecte, tout va bien, hein, la vie est belle. À partir du moment où on a une occultation, eh bien, on va potentiellement perdre la détection. Avec notre prédiction de carte de chaleur, en fait, on va être capable de maintenir cette prédiction-là. Donc, petit à petit, bon, ici, on le devine, donc on arrive quand même à continuer à détecter l'objet. Donc, on va être capable de maintenir la détection de l'objet, donc notre résultat il est en jaune ici, dans le temps. Si on regarde un petit peu les résultats, qu'est-ce qu'on observe? On observe finalement que notre méthode, ça comporte comme un passe-bas sur le score de détection. Et donc, on va pouvoir maintenir les pistes un petit peu à la façon d'une approche bayésienne classique, sachant que ce système-là est intégré dans le réseau. Alors, le problème de cette approche-là, c'est que si on a plusieurs objets, bon, typiquement si j'ai deux voitures qui se croisent, eh bien, je vais perdre potentiellement la trace de ma piste, de mon track dans le flux vidéo, tout simplement parce qu'on n'a pas de descripteur de ces objets-là. Le réseau, lui, contient les descripteurs à l'intérieur, mais quand on va récupérer les sorties, on ne va pas avoir un descripteur associé à chaque objet. On a un besoin souvent de temps réel dans ces approches-là, donc on ne va pas ajouter de post-traitement lourd. Donc on ne veut pas ajouter un descripteur ensuite et puis refaire une étape de matching et de retracking ou de reconstitution des pistes. Donc on a proposé d'essayer d'intégrer l'étape de tracking de façon intrinsèque à l'intérieur d'un réseau de détection. Donc pour faire ça, on a utilisé des représentations profondes de descripteurs, donc qui sont fournis par exemple ici le réseau Transformer. Pardon. Et on va demander explicitement au réseau à rechercher les objets qu'il a détectés précédemment. Donc c'est ce qu'on appelait l'instance sequence query, c'est les requêtes, la séquence de requêtes d'instance. C'est-à-dire que la détection réalisée à un instant donné va servir comme requête pour le réseau à l'instant d'après. On a également proposé un mécanisme de mise à jour pour justement mettre à jour ce descripteur. Parce que si on a à un moment donné une image de mauvaise qualité, le descripteur va être complètement mis à jour et donc on va potentiellement perdre la track. Donc on a proposé un système de mise à jour continue du descripteur. Donc si on regarde un petit peu ce qu'apporte cette méthode, donc en haut vous avez le transformer classique. Donc c'est connu que sur le transformer, selon la position de l'objet dans l'image, il va changer de ce qu'on appelle le slot de détection. Donc il va changer de position dans les capacités de détection. Avec notre méthode, on va forcer finalement un objet similaire à rester toujours dans le même slot. Donc ici, le tennisman, il va toujours rester dans la même couleur, donc ça veut dire que c'est le même objet. Sachant qu'ici, on n'a pas de post-traitement ou pas de méthode d'association de pistes. C'est tout intrinsèquement fait dans le réseau. Donc un petit résultat sur des petits renards qui jouent là. Donc on a un petit renard 8, le rouge, et le 5 qui est le bleu. Notre petit renard, bon, au bout d'un moment, il va se retrouver derrière le numéro 8.
donc on va le perdre forcément. Et au bout d'un moment, quand il va ressortir, on va être capable de le régénérer sur la même slot, donc sur le même élément. Donc on n'a pas perdu la track, la piste de cet objet-là, même si on a perdu l'objet un certain nombre de fois. Hop. Donc aussi, on était resté dans l'espace 2D, c'est-à-dire qu'on faisait du tracking sur les images. On s'est intéressé ensuite à voir comment est-ce qu'on pouvait faire du pistage 3D, c'est-à-dire qu'à partir d'une image, comment est-ce qu'on pouvait directement récupérer l'information 3D de l'objet. Et le problème de ce genre de problème, c'est qu'on a des jeux de données qui sont souvent assez peu riches. Alors tout simplement, pourquoi est-ce qu'ils sont assez peu riches? C'est que c'est des bases de données qui sont très difficiles à obtenir. Labelliser des images en 2D, c'est assez facile. Labelliser des images en 3D, c'est plus compliqué. Il faut avoir soit des lasers, soit des radars, et ensuite faire l'analyse des nuages de points ou des données qui sont fournies. Donc c'est assez coûteux. Et c'est beaucoup plus difficile à avoir que des bases de données. De plus, la régression d'informations 3D à partir d'un réseau et d'informations 2D, c'est assez compliqué. Et il faut des jeux, normalement, de données justement très importants. Donc là, on avait un petit problème. On a des jeux de données petits, mais pour faire cette tâche-là, on a besoin de grands jeux de données. Donc on a proposé une approche semi-supervisée pour passer outre un petit peu ce manque de données. Et je vous expliquer un petit peu la philosophie de cette approche-là. Donc on a par exemple un petit jeu de données où on a des informations 2D, donc des flux vidéo, on a des labellisations 2D et on a quelques labellisations 3D. À partir de ce petit jeu de données-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre un réseau de détection d'objets. Donc on va rendre ce réseau-là capable de prédire à partir d'une image 2D des informations 3D. Bien sûr, ces informations 3D sont de mauvaise qualité, puisqu'on a sous-appris finalement le réseau. On va prédire à partir de la grosse base de données 2D quels devraient être les labels 3D. Donc des labels 3D qui vont être forcément pas très bons. Par contre, on a des a priori sur qu'est-ce que devrait être la détection 3D. Donc on va proposer une correction à partir de ces a priori. Alors qu'est-ce que c'est les a priori qu'on propose? Donc typiquement, si on traque une voiture, on sait que la voiture va être de taille constante sur tout le flux vidéo. Donc on va pouvoir lisser ou moyenner la taille de l'objet 3D sur l'intégralité du flux. On sait que la voiture, sur le flux vidéo, elle va avoir une orientation qui est continue, qui est lisse. Donc on va pouvoir faire une moyenne temporelle de l'orientation de la voiture sur les détections pour également corriger cette orientation. Ensuite, on a des labellisations 2D qui normalement sont bonnes. C'est beaucoup plus facile à obtenir. On a également les paramètres de calibration des caméras. Et comme on a corrigé la taille de notre objet, on va pouvoir prédire quelle devrait être la profondeur de l'objet dans l'image. Donc on va pouvoir également ajouter une information sur la position 3D de l'objet. Donc à partir de là, à partir de ces corrections, on a généré une base de données finalement 3D améliorée et on se propose de réapprendre le réseau avec cette base de données-là pour pouvoir faire de la régression d'informations 3D à partir finalement d'informations 2D. Donc on a testé cette approche-là sur des jeux de données qu'on a bien sûr isolés. Hein. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait une amélioration assez importante des scores de détection 3D des objets. Donc ici, par exemple, vous avez une résultat, je ne sais pas si on voit bien. Donc sans notre méthode de correction, ben, la prédiction, c'est la boîte rouge, là, par exemple, ici et ici. Après application de notre méthode d'apprentissage, ben, on va être capable de fitter les carrés bleus sur la vérité terrain qui sont les carrés verts. Donc notre petit véhicule, il continue son petit chemin. Là. Donc, il a vu des voitures, donc il a été capable de les traquer sur ses images. Il a vu des objets sémantiques ou géométriques, donc il a été capable de se localiser. Et au bout d'un moment, il rencontre quelque chose qui est problématique, c'est les humains. Les humains, c'est très aléatoire et c'est très difficile à gérer. Du coup, on s'est intéressé aussi à l'analyse de ce qu'on appelle l'interaction multi-objet ou l'analyse de scènes, de détection et de comportement. Et c'est pour moi finalement un quatrième niveau d'intelligence dans le système de navigation. Donc les premiers travaux qu'on a menés sur cette approche-là, c'était avec Fabrice Satrevi, donc c'était mon doctorant à l'IUT de Châteauroux. L'idée, c'était d'analyser le comportement humain pour comprendre et anticiper un petit peu ses intentions. Et donc le premier travail qu'on a mené, ça a été un travail d'analyse des silhouettes 2D pour l'estimation de pose 3D, donc pour essayer d'estimer l'action de la personne. Donc comment est-ce que ça a fonctionné, cette chose-là? On avait un flux vidéo sur lequel on allait segmenter les personnes, donc trouver la silhouette de la personne. On avait également un simulateur 3D qui permettait de générer une posture d'une personne avec son squelette 3D associé. Et tout simplement, on faisait une mise en correspondance des silhouettes détectées, des silhouettes générées par le simulateur, pour venir détecter quelle devait être la position 3D du squelette de la personne.
Donc, suite à ces travaux, on s'est également intéressé, toujours sur... donc ça, c'était le stage de recherche de Fabrice. Donc, sur sa thèse, on s'est intéressé à ce qu'on appelle la détection et la localisation d'événements rares dans des flux vidéo. Donc, on essaie de trouver finalement s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal dans la perception qu'on a. Sauf que c'est assez difficile de se dire qu'est-ce que c'est qui n'est pas normal. On ne peut pas faire un apprentissage, ça c'est normal, ça c'est pas normal, on ne peut pas générer ces choses-là. Donc on est parti sur l'idée de dire, plutôt que de savoir ce qu'on cherche, c'est plutôt de chercher quelque chose qui survient de façon rare. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la détection d'événements rares. Donc l'idée, ça a été de modéliser les éléments d'une scène dynamique. Et on s'est focalisé pour ça sur les éléments saillants. Donc on s'est dit, on s'en fiche un petit peu du fond. Tout ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est saillant. Donc ce qui est saillant, c'est-à-dire ce qui a un petit peu d'importance pour le système de perception. On a généré donc sur une image les zones saillantes, donc les zones d'importance. Sur ces zones d'importance, on est venu échantillonner ces zones avec des points d'intérêt. Et on a été générer ce qu'on appelle des mots visuels. Donc on a été prendre de l'information sur à la fois la forme, la texture et également les informations temporelles sur ces zones-là pour générer des mots visuels. Donc on extrait ces caractéristiques-là. Et ces mots visuels vont représenter finalement des modélisations des événements localement dans l'image. Une fois qu'on a ces descripteurs d'événements, il va falloir générer ce qu'on appelle un document, c'est-à-dire est-ce que ce flux vidéo ou ce morceau de vidéo, comment est-ce que je peux le classifier? Comment est-ce que je peux le décrire? Et pour ça, on s'est intéressé à des méthodes d'analyse de documents. Donc typiquement ici, c'est la localisation latente de Dirichlet, qui permet, à partir du vocabulaire qu'on va trouver dans un texte, d'en définir quelle est la thématique globale du texte. Donc on s'est inspiré de ces travaux-là pour prendre finalement les mots visuels et de les classifier selon des thématiques. Et sur la base de ces thématiques, on va pouvoir définir ce petit bout de vidéo va ressembler à celui-ci, ou celui-ci ne ressemble pas du tout à aucun de ma base de données. Et donc on va pouvoir définir est-ce que c'est un événement rare ou est-ce que ce n'est pas un événement. Donc sur la base de ça, on s'est dit c'est bien, on va être capable de savoir sur un flux vidéo entier, est-ce que la scène elle est normale ou pas, est-ce que c'est un événement rare ou pas. Par contre, ce qui aurait été intéressant, c'est aussi de savoir à quel endroit dans la vidéo cet événement se passait. Donc pour ça, on a étendu un petit peu ces travaux-là et on a fait un découpage de la zone. Et on est venu classifier finalement chaque sous-clip de notre environnement de façon à représenter les événements localement dans l'image et dans le temps. Donc, si on a un petit peu les résultats qu'on a, donc à gauche, c'est l'analyse globale de scène. Donc ici, bon, des gens qui se promènent. À partir du moment où il va y avoir un mouvement de foule, on va détecter une erreur ou une anormalité. Ici, c'est la localisation d'événements, donc typiquement détection de vélos sur des environnements piétons. Alors c'est bien gentil, notre robot se promène un petit peu partout. Il est capable de voir les objets fixes, les objets mobiles, les piétons. Par contre, il y a toujours des problèmes. Donc ça, c'est récurrent. On a toujours des problèmes quand on va faire de la navigation. Et les problèmes, ça peut être soit la perte d'un capteur, des perturbations de signaux ou des décalibrations de système, par exemple. Donc on a mené un projet sur la robustification des approches de navigation. Donc l'idée, c'était de robustifier un système d'estimation en présence d'erreurs de modèle. Donc, si on a un modèle qui, par exemple, dépend en fonction de prédiction, d'observation de paramètres oméga et θ, si on a des erreurs sur ces modèles, donc on va se retrouver avec un modèle désadapté, comment est-ce qu'on fait pour empêcher la divergence de notre estimation? Donc, ce genre de problème, ça peut être présent typiquement quand on travaille avec de la stéréovision. Si jamais on prend un choc et qu'on a une décalibration stéréo, comment est-ce qu'on va faire pour limiter cet impact-là sur l'estimation? Si on utilise les modèles Ackermann, si on se trompe sur la distance interessieux ou si on se trompe sur la position angulaire d'un capteur, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces erreurs-là dans l'estimation pour limiter la divergence des systèmes? Donc, on a testé ça sur différents types d'applications et on a prouvé qu'on était capable d'avoir une robustesse d'estimation à des très fortes décalibrations. Donc, on a été jusqu'à 500% de décalibration et on a toujours un système qui ne divergeait pas. Alors, un autre souci, un aléa qui peut intervenir, c'est les perturbations des signaux GNSS, par exemple. Si on se balade en ville, on va se retrouver proche de bâtiments, on va avoir des multitrajets ou on va avoir des atténuations de signaux et on va avoir une dégradation du système de navigation. Donc, on s'est intéressé à voir un petit peu ce qu'on était capable, à partir des données GNSS, de détecter quel était le contexte de navigation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sous des arbres, est-ce qu'on est en ville, etc. En utilisant uniquement les signaux GNSS. Donc, on a fait ça à travers la thèse de Florent.
Et donc, on a fait des tests sur le campus où on était capable de détecter finalement est-ce qu'on est en open sky, donc je parle ici sur le stade de foot, est-ce qu'on est sous des arbres ou est-ce qu'on est dans un canyon ou près de bâtiments. On a étendu cette approche-là sur une zone un peu plus grande. On a été dans Toulouse pour tester un petit peu et on a ajouté une information visuelle. C'est-à-dire qu'on a pris une caméra fisheye, on a pointé vers le ciel et on a été développé un système d'interprétation sémantique de l'image pour pouvoir détecter quelle était la zone de ciel et la zone occultée. Et à partir de cette information-là, on a ajouté un élément dans le descripteur qui va considérer finalement est-ce que mon satellite est en ligne de vue directe ou pas. On a étendu, d'un coup, on a fait des jeux de données assez importants. Donc, on a fait environ 150 km d'acquisition avec multiples constellations, donc GPS, GLONASS et Galileo, en été et en hiver. Et donc, on a proposé de mettre cette base de données accessible au public. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, le contexte, on s'est dit que ce contexte pouvait être utilisé pour justement adapter notre système de navigation. Si on détecte qu'on est dans un environnement très peu structuré, peut-être ce n'est pas la peine de chercher des panneaux. Si on est en open sky, on ne va potentiellement pas activer les méthodes de robustification, puisque ça va de toute façon dégrader sinon la performance optimale. Donc, pour résumer un petit peu les différents travaux, donc pour moi, la construction d'un système de navigation intelligente elle se base sur ces différents niveaux en fait, d'interprétation. Donc, les niveaux essentiels, c'est les niveaux bas sur lesquels on va construire la suite. Et ensuite, on a plusieurs niveaux sur la détection d'objets statiques, mobiles et sur les détections d'événements. Donc, pour resituer un petit peu les différents encadrements que j'ai menés, donc il y a eu pas mal d'encadrements sur l'approche de base, on va dire, navigation bas niveau, ici, localisation et cartographie. Pas mal de travaux menés sur les 3 niveaux supérieurs, donc sur l'analyse de scène, avec tous les doctorants et post-doctorants qui ont travaillé sur l'extraction de primitives, la détection d'objets mobiles, le contexte et les événements, et également une contribution sur la théorie de l'estimation, c'est-à-dire comment robustifier les estimateurs de nos systèmes de navigation. Donc, je vais passer maintenant sur les perspectives. Donc, les perspectives, elles me semblaient assez évidentes. Donc, la première perspective que j'ai, c'est de continuer finalement dans la thématique que j'ai abordée, typiquement sur ce qu'on appelle le SLAMOT, donc la localisation, cartographie et le pistage d'objets mobiles. Intégrer de nouvelles modalités de perception, donc typiquement le radar. Donc, le radar, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ma thèse et que j'ai eu du mal à relancer à chaque fois. Et là, enfin, on arrive à relancer un projet sur du radar, donc c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Et étendre ces travaux à la collaboration multi-robot. Donc, les travaux que j'ai commencé à lancer sur cette perspective-là, ça a été déjà le projet ITT-ESA, dont j'ai parlé rapidement au début. Donc là, l'idée, c'est de déterminer la position sidée d'un bateau dans un environnement dynamique portuaire. Donc l'idée, c'est d'utiliser la détection sémantique pour faire l'analyse et la reconstruction de positionnement. Le projet Europe, donc sur l'analyse de l'optimisation de la mobilité urbaine. Donc la thèse radar, donc, où l'idée, c'est de quoi? C'est de faire du SAR, de coupler du SLAM et du SAR, finalement. Donc comment utiliser les détections radar, l'estimation SLAM, pour pouvoir régénérer des antennes virtuelles finalement synthétiques et régénérer des détections et ainsi améliorer la précision de la cartographie et du positionnement. Une autre activité, c'est l'activité multi-robot. Donc là, on a participé avec l'ONERA et l'ENAC à un projet de l'armée de terre, COOMA, donc collaboration homme-machine, dans laquelle on devait faire l'exploration de la cartographie multi-robot collaborative dans un environnement pour réaliser une mission militaire. Donc l'idée, c'est de poursuivre sur cette thématique-là, notamment sur le multi-robot Active SLAM. Une autre perspective, c'est de sortir un petit peu de la route. Donc aujourd'hui, ici l'ISAE nous pousse un petit peu à faire plus de spatial. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les solutions robustes de navigation et d'analyse de données qui seraient adaptées aux contraintes et aux spécificités du spatial. Donc un des projets menés dans cette thématique-là, c'est la thèse de César, qui porte sur l'exploration des tubes de lave lunaire par vision fisheye. Alors tout simplement, pourquoi vision fisheye? Sur Terre, on a classiquement un grand champ de vue lidar, un petit champ de vue caméra. Le problème, c'est que cette chose-là, on ne va pas pouvoir le faire dans l'espace, tout simplement parce que les lidars rotatifs ne sont pas possibles. Et donc, du coup, on a un petit champ de vue lidar et un grand champ de vue caméra. Donc, on va fusionner ces deux modalités-là pour faire de l'exploration de tubes de lave. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la puissance disponible pour des robots d'exploration, elle est très faible. Donc, il faut aussi essayer de trouver des méthodes pour diminuer la puissance de calcul nécessaire des approches de navigation. Donc, typiquement, les pistes envisagées ici, c'est la marginalisation des approches, la parallélisation et l'estimation des graphes de pose.
Et enfin, une dernière perspective, c'est l'étude des données scientifiques. Donc, je suis impliqué dans le projet Rover MMX. Donc, c'est un robot qui va être envoyé sur Phobos, une des lunes de Mars, pour faire l'analyse du sol, des régolithes de la Lune. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'étudier l'interaction entre la roue et le régolithe pour savoir un petit peu l'enfoncement, pour savoir le dérapage, etc. Donc, pour conclure, je déborde un peu. Pour conclure, donc aujourd'hui, il y a deux approches qui s'opposent un petit peu. Il y a l'approche qui est de navigation qui s'oriente vers du tout deep learning, donc de l'apprentissage machine de bout en bout. Donc on va donner les données et on veut en sortir l'estimation de position et notre cartographie. À l'inverse, l'approche historique, c'est plutôt de concevoir entièrement l'algorithme par un humain et de faire l'estimation de pose, de cartographie, etc. Le gros avantage de l'approche historique, c'est qu'on a quand même une très bonne maîtrise des théories de l'estimation. On a quand même beaucoup de travaux aujourd'hui sur la robustification des approches, on sait parfaitement ce qui se passe finalement dans ce système-là. On a une très bonne modélisation des connaissances. Par contre, on a eu peut-être 15-20 ans de recherche sur la détection de points d'intérêt, des choses comme ça, et c'est souvent basé sur des heuristiques qui donnent ce qu'il faut, mais qui potentiellement pourraient être remplacés par des méthodes d'apprentissage profond. Pourquoi? Tout simplement, dans ces méthodes-là, on a une représentation des données qui est très bonne. Par contre, on a une approximation des fonctions sans a priori, c'est-à-dire que si je connais une fonction et que je veux la faire par un réseau de neurones, je vais la réapprendre entièrement. Alors, ce n'est pas forcément pertinent puisqu'on la connaît, cette fonction. Pourquoi réapprendre comment fitter une droite avec 2 points alors qu'on connaît parfaitement l'équation? Les deux problèmes, finalement, ces deux méthodes-là ont des problèmes, c'est qu'il y a quand même pas mal d'hyperparamètres et de tuning. Donc l'idée des différents travaux que je mène et de ce que je souhaite mener par la suite, c'est de trouver finalement quelle est la position de ce curseur ici, pour trouver quel peut être le bon compromis entre les méthodes classiques, les méthodes basées modèles, et les méthodes d'apprentissage. Donc pour moi, principalement, je pense que la représentation des données, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jeter, et essayer d'incorporer ça à l'intérieur des méthodes classiques. Ce que j'ai essayé de faire avec les différents travaux de thèse que j'ai pu encadrer. Et je vais conclure sur ça. Je voulais remercier les différents doctorants qui ont mené finalement ces travaux. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc aujourd'hui, les différents doctorants que j'ai encadrés, donc Yadou est formateur, chercheur au NAIT, donc c'est le Northern Alberta Institute of Technology. Fabrice est postdoc à l'INRIA de Rennes. Émir est devenu Lead Deep Learning Engineer, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, il fait du deep learning en entreprise. Tujun n'a fini il n'y a pas longtemps, donc il va pas tarder à retourner en Chine, si je crois. Florent n'a pas encore fini et César finira en 2024, donc je leur souhaite de poursuivre comme il faut leurs travaux de thèse. Voilà. Merci pour votre attention.